Installation du bureau définitif à l'Assemblée nationale. La plénière de ce jeudi dans la salle de congrès était consacrée aux questions relatives. Finalement, l'élection du nouveau bureau est prévue mardi prochain. Il y a une année depuis ce mercredi, depuis que s'écrasait à Kinshasa un appareil de la MONUSCO, le crash avait fait 32 morts, un seul passager a survécu. 12 mois après, aucun rapport n'a été rendu public par la commission d'enquête. L'évaluation du travail sous la salubrité de la ville de Kinshasa fait l'objet d'une rencontre ce jeudi au ministère des Finances. Après des heures de travail intense, le premier draft a été présenté. Le résultat attendu reste la propreté de la ville de Kinshasa. Voilà pour le sommaire de ce journal qui s'ouvre avec la plénière de ce jeudi 5 avril 2012. Une plénière convoquée par le bureau provisoire pour examiner les questions relatives à l'élection du bureau définitif. Élection prévue au mardi prochain. Fabien Lumbala. Il s'agit d'un calendrier reparti en 5 phases, notamment le dépôt des candidatures auprès du président du bureau provisoire, prévu le vendredi 6 avril, l'affichage des listes le samedi 7 avril, la campagne électorale du dimanche 8 au lundi 9 avril et enfin l'élection et l'installation du bureau définitif le mardi 10 avril prochain. Pour la plupart des élus de la majorité, tout comme ceux de l'opposition, ce calendrier est réaliste et tient compte des urgences. Moi, ça ne me gêne pas, il n'y a pas de problème, ça ne me gêne pas. Il faut qu'on aille vite, devons aller vite. Le calendrier de la mise en place du bureau définitif est tout à fait réaliste, dans la mesure où je pense que chaque groupe parlementaire, chaque parti politique savait déjà ou sait déjà qui va aller où et comment. Donc 5 jours, je pense que c'est assez. Il faut aller vite pour mettre en place le bureau définitif. Ce sera peut-être qui pousse le président à publier ses calendriers d'urgence. C'est ici que je prends l'occasion pour féliciter les honorables députés pour avoir terminé, définitivement bouclé la boucle avec le règlement intérieur qui nous donne l'accès à poursuivre les autres séquences de l'installation du bureau et du gouvernement. Là où leurs violents ne s'accordent pas, c'est le dépôt des déclarations d'appartenance à chacune de 2 familles politiques. Pour l'opposition, c'est un préalable nécessaire, mais la majorité estime que c'est un aspect mineur. Chaque parti politique et chaque regroupement politique doit faire une déclaration d'appartenance. Nous, on voulait d'abord, après lecture, puisqu'il a reçu dépôt de différentes déclarations, n'est-ce pas? Nous, on voulait qu'il nous en fasse lecture. Pourquoi? Pour éviter qu'au moment de la présentation des candidatures, on nous présente des gens qui seraient des pseudo-opposants. J'aime une certaine cohérence. On ne sent pas qu'il y a une cohérence. Tout le monde n'a pas déposé la lettre. Quelqu'un ici, dans cette assemblée, ne sait pas s'il est de l'opposition ou s'il est de la majorité, mais lorsque nous sommes allés au niveau des élections, chacun a été dans le cadre, candidat dans le cadre d'un parti politique. Et il sait, chacun, que son parti politique est de l'opposition. D'ailleurs, ce n'est pas faute de déclarations, c'est tous les jours qu'ils font des déclarations. Nous, c'est l'opposition. Le petit coin à droite, c'est le coin de l'opposition. Côté bureau provisoire, Timothée Kombonkissi, qui reste imperturbable, donne des garanties à l'opposition que ce préalable va être bel et bien respecté. Et puis, le bureau définitif de l'Assemblée nationale comportera 7 postes. La part du lion revient naturellement à la majorité présidentielle qui prend 5 postes sur les 7. Les 2 autres reviennent à l'opposition. Écoutez plutôt les réactions des 2 tendances dans cet élément. La majorité qui rafle la part du lion dans ce partage des postes devra aligner un candidat à la présidence du bureau définitif, un autre à la première vice-présidence, un au poste de rapporteur, un à la questure et un autre à la questure adjointe. Je sais qu'il y a un ticket qui va être présenté, donc on ne va pas venir comme ça. Il y a, comme on a réservé la place pour l'opposition et la majorité, bon, les gens vont s'organiser pour être candidats à ces places-là. Nous utilisons des critères qui ont été acceptés par tout le monde. C'est le poids parlementaire. Quand on fait usage de ces critères-là, il revient à la majorité 5 postes. L'opposition plurielle devra se concerter pour trouver un candidat à la 2e vice-présidence et un autre au poste de rapporteur adjoint. Est-ce que vous vous êtes déjà concerté pour sortir les 2 pions qui vont occuper les 2 postes? Mais c'est une affaire de l'opposition. Et les pluriels, vous l'avez si bien dit. L'opposition va se mettre d'accord le moment venu. Le partage des postes au sein du bureau définitif de l'Assemblée nationale, tel qu'est défini
dans le règlement intérieur n'a pas apparemment tenu compte des députés dits indépendants. Autre chose, c'était le 4 avril 2011. Une année s'est écoulée depuis le crash de l'appareil de la MONUSCO, la mission des Nations Unies pour la stabilisation du Congo. 32 personnes ont péri suite à ce drame survenu à l'aéroport d'Ondjili. Un seul passager seulement a survécu, le miraculeux Francis Mwamba. Mais depuis, les raisons du crash restent un énigme. La commission d'enquête n'a jamais rendu public ses rapports. Voici les débris de l'appareil de la MONUSCO qui s'était écrasé le 4 avril passé à l'aéroport international de Kinshasa. L'aéronef qui appartenait à la mission des Nations Unies au Congo revenait de Kisangani avec à son bord 33 passagers. Il avait raté son atterrissage en Djili suite à un mauvais temps selon les premières données fournies au moment de la catastrophe. Un passager seulement a survécu suite à ce drame, Francis Mwamba, dont sa sortie miraculeuse a fait large écho auprès des médias. Une année après cette tragédie, le mystère demeure encore entier. Ni l'autorité de l'aviation civile congolaise, encore moins la commission d'enquête mise sur pied, n'a pu fournir à ce jour la moindre indication précise au sujet de ces crashs. Au-delà du caractère obscur de cette catastrophe, l'enquête en elle-même reste également un mystère. Les boîtes noires, elles, censées en déterminer les causes, se seraient envolées pour une destination inconnue. Dès lors, l'incident n'a donné lieu qu'à une vague de spéculations sans précédent en lieu et place d'une constitution d'un bureau d'enquête et analyse. Mauvaise appréciation des données de la part de l'équipage, état défectueux des instruments au sol, complaisance dans le contrôle technique des avions, absence d'une loi sur l'aviation civile, une litanie d'accusations, c'est l'habituel scénario qui ouvre le débat en cas d'accident. Pourquoi me faire atterrir à la piste 31 ? Surtout par un contrôleur qui n'est pas contrôleur, qui est un stagiaire. Mais c'est des stagiaires partout. Monsieur Wawa, les deux contrôleurs qui étaient à la tour de contrôle sont des contrôleurs qualifiés. Quant aux familles, elles sont carrément réduites à des simples spectatrices d'un véritable échange des mots savants. Nous ne pourrons jamais arrêter les accidents si les infrastructures aéroportuaires ne sont pas à la hauteur. Je vous dis que cette déclaration-là n'est pas fondée. Elle est fausse puisque tous les jours les avions atterrissent grâce aux instruments qui sont à l'aéroport. Dans tout le cas, chacune des parties essayant de tirer le drap de son côté, difficile de comprendre alors où se situe le problème. Si le flou reste complet au sujet du crash de l'appareil de la MONUSCO, d'autres précédents incidents le sont également. Crash de Abora, Kisangani et à Goma, la compagnie filaire au Bandundu et deux récents crashs à Bukavu, on n'aura jamais tiré les leçons conséquentes, faute d'une enquête scientifique sérieuse et responsable. La série noire de ces crashs a fait sans doute renaître des inquiétudes au sujet de l'avenir de la sécurité aérienne en RDC. Kinshasa connaît un boom immobilier sans précédent, mais les constructions anarchiques sont aussi nombreuses. Certaines ont même envahi la voie ferrée, comme dans le quartier Sokopao à Limete. Cependant, la SCTP projette très prochainement relancer ses activités ferroviaires. La démolition de toutes ces maisons d'habitation est donc prévisible. Guy Chongo. Inconscients des dégâts dont ils peuvent être victimes, ces Congolais se permettent de construire, même sur des zones rouges où il leur est strictement interdit. Ici, par exemple, dans le quartier Sokopao à Limete, une panoplie de maisons des individus jouxte le chemin de fer. Il y a 10 ans, le gouvernement congolais avait interdit et détruit toute construction anarchique sur ces sites, des efforts qui ont abouti à aucun résultat. Aujourd'hui, on retrouve encore quelques récidivistes. Curieusement, d'autres sont protégés par des agents de l'ordre, comme ceux-là, assis sous cet arbre. Et pourtant, ce site est une propriété privée de la SCTP, Société commerciale de transport et de ports, ex-Onatra. Un peu plus loin, vers le quartier Kingaboa, la même situation est déplorée par la population. Bon, ils ont un risque, c'est Reste à savoir si ces propriétaires de maisons qui longent les chemins de fer accepteront la décision, celle de déguerpir les lieux, avant la reprise totale des activités ferroviaires interurbaines envisagées par la SCTP.
Restons dans la ville. L'évaluation du travail sur la salubrité de la ville de Kinshasa fait l'objet d'une rencontre ce jeudi au ministère des Finances. Celle-ci fait suite à l'instruction du chef de l'État donnée au ministre des Finances, des ITPR et du gouverneur de la ville de Kinshasa de trouver des stratégies promptes afin de rendre la capitale congolaise salubre. Le premier draft a été présenté à l'occasion. Selon les indications du président de la République, Joseph Kabila Kitianske, Kinshasa retrouve sa belle robe d'antan. Cette rencontre interinstitutionnelle s'est penchée sur l'état des lieux de la salubrité publique. À nouveau, des instructions claires ont été transmises aux différentes parties prenantes, de manière à ce que la gestion intégrée des déchets produits par la ville-province s'inscrive dans la durée. Matata Pogno des Finances, Fridelon Kaswechi des Infrastructures, Travaux Publics et Reconstruction, ainsi qu'André Kimbuta, gouverneur de la ville de Kinshasa, ont tous salué le premier draft du projet d'aménagement et d'assainissement de la capitale congolaise produit par les experts de cette commission. Premier bénéficiaire de cette vision du chef de l'État, André Kimbuta fait la restitution. Nous avons apporté quelques amendements, quelques améliorations par rapport au projet proposé par les experts. Et le lundi, nous allons nous retrouver pour sa validation définitive et présenter le travail qui donnera le cutis pour que les travaux d'assainissement de la ville de ville. Profitant de cette occasion, le numéro 1 de la ville n'a pas hésité à interpeller les Kinois pour accompagner ces projets, surtout que Kinshasa abrite le 14e sommet de la francophonie en octobre prochain. Nous demandons l'implication de la population. Cette commission interinstitutionnelle a été mise en place il y a peu et à ce jour, la gestion environnementale doit rester rationnelle pour que la population en bénéficie, ont déclaré les experts commis à ces travaux. Et maintenant, les nouvelles en province, avec d'abord le Bas-Congo où des médecins spécialistes en chirurgie plastique de l'ONG Smile Train Kenya séjournent depuis 2 jours. Ils sont à Matadi pour des opérations gratuites de bec de lièvre. L'hôpital de Kinkanda a été choisi pour cette opération. Jean-Louis Ndoula est sur place. Il est notre correspondant. Ces médecins spécialistes en province du Kenya ont 10 jours, soit du mercredi 4 au 13 avril 2012, pour opérer gratuitement les personnes portant des malformations congénitales au Bas-Congo. Rien que pour la première journée d'hier, mercredi 4 avril 2012, cette intervention chirurgicale de fente labio-palatine, communément appelée bec de lièvre, ont été effectuées à l'hôpital général de référence de Kinkanda à Matadi. L'ONG Smile Train compte opérer par les de ces médecins spécialistes 250 cas à raison de 25 par jour. Jusqu'à ce jeudi 5 avril 2012, seulement 99 malades ont été enregistrés à l'inspection médicale provinciale pour toutes les différentes zones de santé du Bas-Congo. Il est lieu de signaler que la majorité sont des enfants dont l'âge varie entre 6 mois et 12 mois. Ainsi, pour permettre à l'ONG philanthropique kenyane d'atteindre ces estimations, les médecins inspecteurs provinciaux du Bas-Congo demandent à toutes les familles de la province qui ont des membres porteurs de ces malformations et profiter de ces opérations pour lesquelles elles n'ont rien à payer. Jean-Louis Ndoulambila, Matadi, Télé 50. Et dans la province du Katanga, les habitants des quartiers Kabecha et Chamibela ont traîné l'entreprise Chemaf devant la justice. Ils accusent cette entreprise de polluer l'environnement avec des substances toxiques. La première audience a eu lieu mardi dernier au tribunal de grande instance de Lubumbashi. Christian Baraka. Il nous parle Africa Chemaf, l'une des grandes entreprises minières du Katanga, traînée en justice par ses voisins. La première audience est ouverte mardi 4 avril, courant au tribunal de grande instance de Lubumbashi. Il était question à cette audience d'identifier d'abord toutes les parties au procès. Juste après, les avocats de la partie accusée ont demandé le renvoi du procès pour s'imprégner du dossier. La population du quartier Chamilenda et Kabecha accuse Chemaf de polluer continuellement son environnement avec des déchets toxiques. Les habitants concernés disent également qu'ils ne sont pas en mesure de consommer ni d'utiliser le débris qui dégage pour le moment une substance blanchâtre provenant des usines Chemaf. Le dernier cas date du mois passé, un camion chargé de l'acide sortant de l'installation de l'entreprise s'était renversé dans une parcelle voisine causant d'énormes dégâts écologiques. La date de la prochaine audience n'est pas encore connue jusque-là. Christian Kavansa Baraka, Lubumbashi,